Bonjour. Donc aujourd'hui, on va finir le cours en premier en discutant les corrections thermiques pour des calculs DFT. Bon, donc on va regarder les corrections thermiques en même temps qu'on regarde les optimisations de géométrie. Bon, donc, un premier système qu'on regardera, et ça sera schématique, c'est pas exactement ce qu'on fait, mais ça sert à introduire ce qu'on fait. On va commencer avec un oscillateur harmonique, donc en anglais harmonic oscillator. Ou oscillateur harmonique. C'est un système classique. Là, on a un masse, puis un deuxième masse, puis un ressort qui est l'oscillateur. Le ressort, là, il me manque des mots de vocabulaire. Ça devient court, puis là il y a une force de restauration qui s'éloigne les deux masses les uns les autres pour qu'on ait une longueur comme ça. Puis là, on a une force qui le rend beaucoup plus petit, etc. Et en principe, ça va à l'infini. Donc, deux masses connectées par un ressort. OK, et la raison pour laquelle on regarde ça, donc on va regarder l'énergie comme une fonction de la distance entre les deux. Donc on a M1, on a M2, puis on a une distance entre les deux qu'on va appeler R. Bon, donc l'énergie a une forme comme ça. C'est une parabole parfaite. Donc il y a un point ici qu'on va appeler R0. Puis à R0, le dérivé de l'énergie avec le rayon est égal à 0. Donc c'est parfaitement plate. Et à ce point-là, c'est à l'équilibre. À toutes les autres distances, on a une force qui lie les deux ensemble et on a une oscillation parfaite à toute température. On a une oscillation constante. Mais à cette distance-là, les deux masses sont à l'équilibre. Bon, donc, le point qui est important là, c'est à ce point-là, le premier dérivé avec le rayon est égal à 0. Et on va utiliser ça immédiatement. Donc, un molécule, donc on va regarder un molécule simple, diatomique. Disons H2. Pourquoi H2? Parce que c'est la molécule la plus facile. En principe, on peut faire le résultat exact avec interaction des configurations. Et on va redessiner ça parce que c'est... Bon, donc si on regarde l'énergie avec le rayon entre les deux atomes comme la variable, on n'a pas un oscillateur harmonique, on a quelque chose comme ça. Donc il y a deux points qui sont importants. Il y a ce point-là. Et qu'est-ce qui est vrai à ce point? Si on regarde le dérivé de l'énergie avec le rayon entre les deux, c'est plate. Je ne suis pas un illustrateur, donc c'est 0. À la dissociation ici, donc quand est-ce que les deux atomes sont dissociés, on pourra avoir une discussion philosophique, puis il y a cette question de entanglement, comme on dit en anglais, mais aussitôt que on a quelque chose de plat ici, les deux atomes sont dissociés, et qu'est-ce qui est vrai à ce point aussi? On a que le dérivé de l'énergie avec le rayon est égal à 0. Donc il y a deux points sur cette courbe qui sont
vraiment distinct. Il y a une point, il y a un point puis un limite asymptotique, disons. Donc, on a la configuration et non, je n'aime pas ce mot. Géométrie optimale. Donc, point d'équilibre. Puis, on a limite de dissociation. Bon, donc, si la température était 0 Kelvin, on aura une molécule avec un rayon à peu près, qui est à peu près pour des raisons qu'on va discuter immédiatement. À une température de 0 Kelvin, les molécules ne bougent pas, donc il n'y a pas de... chaque molécule de H2 aura un rayon de R0. Bon, donc, à 0 Kelvin, déjà, il y a une correction. On a une correction, et je vais écrire l'acronyme en anglais. Énergie à point 0, donc en anglais on dit 0 point energy. Énergie à la température de 0 absolu. C'est quoi le résultat? OK, en premier, on va dire pourquoi. Okay, le pourquoi, c'est il y a le principe de Heisenberg. Et l'énoncé, c'est que l'incertitude sur la quantité de mouvement fois l'incertitude sur la position est plus grand ou égal à un montant qui est non zéro, et je ne me souviens pas, c'est h bar divisé par 2pi ou quelque chose. Donc, le principe, c'est on ne peut pas préciser le moment, le quantité de mouvement, en français, fois l'incertitude sur la position. Donc, à 0 Kelvin, même s'il y a 0 Kelvin, je vais l'écrire pour qu'il n'y ait pas de confusion, il y a quand même un mouvement des atomes. Donc, pourquoi? S'il n'y avait pas de mouvement, on pourra préciser sa position exactement. Donc, cette inégalité de Heisenberg est fausse. Donc, même à 0 Kelvin, il faut avoir un mouvement des molécules. Bon, donc, ce que ça veut dire ici, c'est le rayon va osciller à part sa position d'équilibre. Et l'énergie, c'est pas le point ici, c'est un niveau vibrationnel par-dessus ça. OK, donc ça c'est un point technique qu'il faut garder en tête. On ne va pas le calculer directement. Ça sera dans les calculs de Gaussian, c'est un des résultats qu'il vous donne. D'habitude, on ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas des calculs à 0 Kelvin, on veut les faire à une température définie. OK, donc j'ai utilisé ce mot température quelques fois. Donc, de vos cours de thermo ou chimie physique, je veux que vous rappelez que c'est quoi la température? C'est une mesure de l'énergie cinétique en moyenne disponible. Okay, si c'est pas du bon français, je suis désolé. Average kinetic energy of the distribution. Donc, à une température définie, les molécules vont bouger.
Donc, il y a plusieurs façons pour les molécules de bouger. Et avec chacun, on va avoir un montant d'énergie associé avec. On pourra faire le calcul de comment ça va affecter l'énergie. C'est un calcul qui n'est pas... c'est un calcul qui est bien défini et qui est dans le code des Gaussian. Quand j'étais au premier cycle, on l'a fait directement avec beaucoup de travail pour un rapport de environ 70 pages pour une réaction qui n'est pas compliquée. Je vais expliquer brièvement comment ça va. On ne va pas discuter vraiment le mécanique statistique ou les distributions, la théorie des ensembles, etc. Si ça vous intéresse, on pourra avoir une discussion à part parce que c'est une théorie qui est vraiment importante pour tout ce qu'on fait, mais on ne le discute pas souvent parce que c'est vraiment classique, bien compris, puis résolu. Bon, donc, pour un atome, il y a, disons, 4 façons de bouger. Et là, c'est en guillemets sarcastique parce que je ne veux pas être trop précis. OK, donc il y a 4 degrés de liberté qui est 4 différentes contributions à l'énergie thermique. Le premier, c'est électronique. Donc, on pourra discuter celle-là en premier ou en dernier. Je pense qu'on va le discuter en premier. Donc, d'habitude, comme toujours, je dirais, on s'intéresse à l'état fondamental. Donc, si on regarde notre dissociation, ça c'est fondamental. Donc, on n'écrit pas F, E0. Mais il y a aussi les autres états par-dessus. Et s'ils font des états liés ou non, c'est une question différente. Disons que ça c'est E1. Il y a un écart entre ces deux états-là. Et cet écart est appréciable. Donc, d'habitude. Et là, c'est certainement le cas pour des molécules à l'équilibre. L'écart entre Donc, ça peut dire que l'état fondamental est beaucoup plus bas en énergie que les états excités. C'est très possible qu'on a des états excités qui ont la même énergie, mais d'habitude, l'état fondamental est beaucoup plus bas en énergie. Donc, il y a un grand écart énergétique entre l'état fondamental et les états excités, ce qui veut dire que la différence énergétique est grande, donc tous les molécules de l'ensemble, toutes les molécules qu'on voit, sont dans l'état fondamental électronique. Donc, toutes sont énergétique, c'est pas le mot que je cherche, électronique. Donc, en particulier pour des systèmes faiblement corrélés, et qu'est-ce que ça veut dire? Que des électrons individuels sont
forment une bonne première approximation à la réalité physique. Dans ces cas-là, l'énergie fondamentale est beaucoup plus basse en énergie que les états excités. Quand il y a une dégénération proche des niveaux énergétiques, ça devient plus compliqué et il faut avoir plus qu'un état électronique dans l'ensemble. On ne considère pas ce cas dans ce cours, parce que ça devient compliqué. OK, donc la première façon de bouger, c'est motion électronique, disons. La deuxième, c'est vibration. Ce sont les vibrations. Donc, on a déjà vu une vibration. C'était... en premier, on avait l'oscillateur harmonique. Ensuite, on a regardé une molécule simple, disons H2. Donc, on va regarder ça encore. Et pour chaque oscillateur harmonique, on a une courbe comme ça. Donc, la réalité pour H2, c'est quelque chose comme ça encore. Et on va essayer de mieux reproduire ça parce que c'est... take 3. Ça devient vraiment plat à l'infini. Donc ça, c'est lisse, il n'y a pas de discontinuité. OK, donc disons que ça, c'est la réalité. Près de l'équilibre, on va le traiter comme un oscillateur harmonique. Et comment est-ce qu'on dessine ça? C'est ça, mais c'est une courbe comme ça, et c'est plus parfait que ça, désolé. Donc, près de l'équilibre, on peut traiter les distances entre les atomes comme des oscillateurs harmoniques. OK, je vais élaborer un peu là. Donc, ici, le comportement n'est pas un oscillateur harmonique. Les deux courbes sont visiblement différents. Ici, c'est beaucoup plus proche que... En réalité, c'est plus proche que le dessin, mais qui veut dire qu'on peut traiter la molécule ici comme un oscillateur harmonique pour des niveaux vibrationnels. Pourquoi? Parce qu'un oscillateur harmonique est un système qui est résolu exactement. On sait toutes les énergies puis toutes les fonctions d'onde. On oublie les fonctions d'onde pour aujourd'hui. Mais les niveaux énergétiques sont comme ça. Et la distance entre les niveaux énergétiques a une valeur qui est constante. Donc, pourquoi? Parce qu'un oscillateur harmonique a une résolution exacte. Bon, donc la différence ici, c'est que les niveaux énergétiques, donc ces choses-là, sont plus proches en énergie que la différence entre les états électroniques. Donc, à une température de 0 Kelvin, on aura seulement ce niveau-là, qui est le niveau fondamental.
À une température définie, on a une population de tous les niveaux. Donc, tous les niveaux énergétiques vont donner une contribution qui est une fonction de la température du système. Donc, à une température définie, tous les niveaux et les niveaux vibrationnels. Okay. C'est quoi un niveau vibrationnel? C'est une énergie d'oscillateur harmonique qui est un de ces niveaux-là. Et ça continue jusqu'à l'infini. Donc, il y a tout un niveau, une espèce de niveau-là, et ils ont un écart constant entre eux. Donc, ça continue à l'infini. Avec une dépendance. Okay. Tous les niveaux vibrationnels dont une contribution. Et cette contribution-là, c'est une fonction de la température compliquée que je ne vais pas écrire pour vous. Si vous êtes intéressé, il y a un white paper de Gaussian sur le site web où ils font l'explication. Bon, donc, une population, et là c'est un bon mot d'utiliser pour la mécanique statistique, des niveaux. Donc, on va populer les niveaux énergétiques, qui est une fonction de la température, donne une correction thermique. OK. Une dernière chose à dire. Donc, à 0 Kelvin, on a seulement l'état fondamental vibrationnel, le zero point energy. Donc, toutes les choses sont là, à 0 Kelvin. À température plus gros que 0, on a une population parmi tous les niveaux. Et plus qu'on agrandit la température, plus que les états plus hauts en énergie vont contribuer. Bon, donc on a électronique, on a les vibrations. Le troisième, c'est rotation. Donc, en général, pour une molécule en 3D, si c'est une molécule linéaire, on va avoir deux rotations, et je vais essayer de le dessiner. Car là, on a H2 encore. On a un axe de rotation comme ça. Puis, on a un axe de rotation comme ça. Donc, dans le plan, on peut dessiner un axe, puis la rotation comme ça. La rotation qui va comme ça n'existe, ok, ça existe, mais ça ne donne pas de contribution énergétique parce qu'on ne change rien. Bon, et non linéaire, on a 3. Donc, disons H2O, c'est une molécule simple. On a une rotation là, on a une rotation là, puis on a une rotation là. Et tous les trois ont une énergie spécifique. Bon, donc, là, je vais essayer de vous, avec un dessin, expliquer un peu plus. Si on a l'énergie fondamentale énergétique comme ça,
puis une énergie excitée comme ça, on voit que l'écart entre les deux est grand. Donc, ça c'est électronique. Pour les vibrations, on a ce diagramme n'est pas à l'échelle, mais disons qu'on a un écart comme ça. Et donc, E0 pour les vibrations, puis E1. On peut voir que les deux états sont plus proches. On va avoir une population entre les deux. Les niveaux rotationnels sont beaucoup plus petits. Puis ensuite, le dernier, qui sont les translations, on ne voit même pas d'écart. Donc, les contributions électroniques ont un grand écart entre eux. Les vibrations, plus petites mais appréciables, donc, plus petits, mais donc on voit une population. Les rotations, on voit une population appréciable. Puis pour les translations, les niveaux sont pratiquement inséparables. Bon, donc, le dernier émotion, c'est les translations. Et là, les niveaux sont inséparables. Et à cause qu'ils sont inséparables, on utilise une formule classique. Et là, quand je dis classique, je veux dire pas en utilisant mécanique quantique. Bon, donc, tout ça pour dire, pour une molécule pour une molécule qui est définie comme, disons, n atomes, si c'est linéaire, il y a, en premier, il y a toujours 3n motions dans l'espace. Si c'est linéaire, on va avoir 3 pour préciser les translations, puis 2 vont pour préciser les rotations, et le reste sont les vibrations, donc 3n-5. Puis si c'est non linéaire, on a 3 translations. On a 3 rotations. Et le reste sont les vibrations. OK. Donc, pour les corrections thermiques, quand on voit une enthalpie ou une énergie libre qui est dans un tableau, dans un papier computationnel, d'habitude, ce sont des différences de enthalpie, etc. On va calculer une enthalpie absolue. Donc, on va dire que H, c'est l'énergie électronique de DFT ou n'importe quoi. En principe, dans ce cours, on utilise DFT, mais ça peut être interaction des configurations, couple cluster, n'importe quoi. On fait le calcul pour l'énergie électronique, puis on ajoute une correction pour l'enthalpie. D'où ça vient? Ça vient des motions de translation, des rotations, puis des vibrations. Puis en principe, les motions électroniques
mais on va l'oublier parce que c'est toujours 0 dans notre cas. Bon, donc, pour la correction à H, les translations et les rotations donnent une contribution, mais c'est petite, et la majorité de la correction vient des vibrations. Pour l'entropie, on a la même chose. Okay, pour l'entropie, je ne veux pas être trop précis. Je vais juste... Parce que les unités sont différentes. Je vais juste préciser que la correction qu'on donne à l'entropie, encore une fois, vient des translations, des rotations et des vibrations. Mais ici, ce sont les translations et les rotations qui donnent la correction majeure. Bon, donc il y a des choses des commentaires à faire. Donc, des systèmes pour lesquels la contribution de l'entropie est la partie qui est plus importante sont des systèmes où il y a plus de molécules ou, comme on dit en deuxième année, plus de désordre. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc, les contributions majeures de l'entropie viennent des motions translation et rotation. Donc, si on peut maximiser le nombre de translations et rotations, on va maximiser l'entropie. Des translations et rotations. Donc, pour maximiser l'entropie, on favorise des systèmes avec plus de degrés de liberté en translation ou rotation. Comment est-ce qu'on fait ça? Plus de molécules. Parce que si on peut diviser une molécule en deux, pour avoir deux molécules, on va avoir 6 translations puis 6 rotations. On double en effet le nombre de translations et de rotations. On va avoir une entropie plus grande. Si on veut interpréter ça d'une manière statistique, on va interpréter ça d'une manière thermodynamique. On perd l'énergie dans les motions, dans les translations et les rotations. Bon. OK, donc jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a discuté se trouve dans un calcul de fréquence pour Gaussienne. Qu'est-ce qu'un calcul de fréquence fait? Il faut commencer avec, en principe, il faut commencer avec une structure optimisée. Puis on discutera ça brièvement bientôt. Donc, avec une structure optimisée, on lance un calcul de fréquence. Ça va faire toutes les étapes nécessaires. Donc, ça va calculer l'énergie électronique. Et où est-ce qu'on trouve ça dans le fichier? Sur la ligne SCF donne, pour des calculs de DFT au moins. Et ça vous donne le nom du fonctionnel, si c'est restricted, unrestricted, puis un chiffre, puis le nombre de cycles. D'habitude, on fait un calcul de fréquence directement suivant d'une optimisation. Donc, Gaussian garde toute l'information nécessaire pour reproduire la solution électronique. Donc, d'habitude, pour un calcul de fréquence, ça se trouve en un cycle parce qu'il commence avec la solution. Parfois, ça prend plus qu'un cycle, mais c'est rare. Bon, donc il calcule l'énergie électronique. Ensuite, il construit la matrice hessienne
je ne vais pas expliquer ça en trop de détails. Pour chaque mouvement, et disons qu'on donne un coordonnée x, on construit la matrice des deuxièmes dérivés de l'énergie avec les mouvements, puis il le diagonalise, ça nous donne les modes normaux, qui sont les valeurs propres de cette matrice. Qu'est-ce que ce sont? Ce sont les rotations et les vibrations du molécule qu'on verra dans une spectroscopie. Bon. Ensuite, donc, il construit la matrice SIN de ces mouvements, diagonalise, puis vous donne les vibrations. Et si vous avez un logiciel, vous pouvez les visualiser. Sorry, I couldn't find these relax visual. Merci. Désolé. Bon, donc ça vous donne les vibrations. En particulier, ça vous donne les fréquences de ces vibrations-là. Les fréquences sont pas si près que ça. Peut-être plus ou moins 20 wave numbers de la valeur que vous verrez dans le labo. Ça dépend de quel ça dépend sur le fonctionnel, puis beaucoup d'autres affaires comme ça. Donc, ils sont dans le ballpark, comme on dit en anglais, de ce qu'on verra dans le labo, mais ne fiez pas trop aux valeurs absolues. Puis ça, avec les fréquences et avec toutes les vibrations, ça va faire le calcul mécanique statistique avec les formules qui sont programmées dans Gaussian pour calculer H-core, S-core. Puis, il vous donne tout ça en output. Donc, il vous donne un nombre pour H-core. Et ça sera inférieur. Je ne vous donne pas de nom précis. C'est une valeur qui est petite. C'est inférieur d'habitude, sauf si c'est un système extrêmement large. Inférieur à une unité atomique qui est un Hartree. Et la même chose pour S. Et ils additionnent toutes ces choses ensemble pour vous aussi si vous les voulez dans le fichier directement. Bon, la dernière chose que je veux discuter, c'est les optimisations des géométries. C'est un sujet qui est en principe difficile. En Gaussian, c'est bien implémenté, donc j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec les optimisations. Pour les grandes molécules, il y a des particularités qu'il faut garder en tête. Si vous avez des problèmes comme ça, on va discuter à part. Bon, donc, optimisation. De géométrie. Bon, donc, si on regarde notre système comme ça, encore une fois H2, c'est défini par la longueur entre les deux atomes. Donc, si on le commence ici, on va tendre vers cette distance-là. Si on commence l'optimisation de géométrie ici, on va voir que c'est en guillemets optimal. Donc, on ne va pas vraiment changer beaucoup. Donc, pour optimiser la géométrie, on cherche un point
et un point dans l'espace des configurations. Donc, on cherche une énergie qui est en fonction de toutes les distances entre les molécules, ou le premier dérivé de l'énergie avec un paramètre qui désigne une distance intermoléculaire, est égal à 0. Pour OK, donc si on lance un calcul d'optimisation gaussienne, avec n'importe quelle géométrie, il va calculer les premiers dérivés, il va approximer les deuxièmes dérivés, puis ensuite essayer de minimiser l'énergie avec la structure qu'il nous donne. Donc, il va trouver un point où tous les premiers dérivés de l'énergie par rapport aux distances interatomiques sont 0. Bon, donc il y a un point qui reste. Donc si on regarde une réaction SN2, et le point de ce cours n'est pas vraiment de discuter ça, donc ça a une forme comme ça pour l'état de transition. On a un profil d'énergie comme ça, qui en principe, si c'est symétrique, il va être symétrique en... Disons que x et y sont différents. Donc, on a un profil d'énergie comme ça. Les points d'équilibre, donc les structures optimales, minimales, disons, sont ces deux points-là. Et on caractérise ces deux points comment? Les premiers dérivés avec les distances intermoléculaires sont 0. Mais il y a aussi ce point-là, où le premier dérivé aussi est égal à 0. Et il faut être capable de distinguer entre ces deux cas. Donc ici, on a dérivé est égal à 0. Ici, on a le premier dérivé est égal à 0. Et ici, on a le premier dérivé est égal à 0. Comment est-ce qu'on distingue ces deux types de points-là? En regardant le deuxième dérivé. Donc, ici, le deuxième dérivé est plus grand que 0. Et ici, le deuxième dérivé est inférieur à 0. Bon, donc, si on optimise une structure, on va trouver un de ces trois points-là, disons. En principe, vous allez toujours trouver les points minimaux parce que c'est vraiment difficile de trouver les états de transition. Ça se peut que vous trouvez un état de transition d'une rotation d'un groupement méthyle ou quelque chose. Donc, d'habitude, si on fait une optimisation de géométrie sans autres keywords, on va toujours trouver les points minimaux. Mais ça se peut qu'on ne le trouve pas. Bon, donc comment est-ce qu'on distingue? OK, donc on commence avec... La première chose qu'on fait, c'est lance calcul optimisation. Et le keyword en gaussienne, c'est opt. Puis après, on fait un calcul de fréquence. Les fréquences nous permettent de distinguer les deux cas. Pourquoi? Est-ce que je l'ai écrit ici? Donc, les fréquences. Si donc, si on regarde les deuxièmes dérivés, il faut avoir une structure optimale pour lancer un calcul de fréquence.
Donc, avec une structure optimale, on lance le calcul de fréquence. Qu'est-ce que ça calcule? Ça calcule les vibrations. Et un rappel, les vibrations sont traitées comme des oscillateurs harmoniques. Et l'énergie d'un oscillateur harmonique, c'est quoi? C'est 1,5 fois le constant de ressort, si ça se dit, spring constant, fois le déplacement par rapport aux positions équilibre au carré. Donc, le premier dérivé, c'est Kx, K R moins R0. Donc, à l'équilibre, ils sont 0. Puis le deuxième dérivé, c'est juste K. Bon, donc, avec une analyse de première année en physique, le constant de ressort, c'est défini. On peut voir que c'est la racine carrée de la fréquence divisée par la masse. Donc, ça, c'est la fréquence d'oscillation et la masse de l'oscillateur. Donc, Gaussian calcule les vibrations. Si on a ça calcule toutes les vibrations, puis nous donne les fréquences d'oscillation, qui sont oméga, et ce sont les fréquences qui sont rapportées dans la liste. Ça se peut que, donc, pour un point optimal, pour un point minimal, ou un point d'équilibre, donc structure minimale, minimum, tous les deuxièmes dérivés sont plus grands que 0. Pour un état de transition, il y a un seul deuxième dérivé qui est inférieur à 0, ce qui veut dire que K est inférieur à 0. Si on prend la racine carrée d'une valeur négative, on reçoit qu'on a une fréquence imaginaire. Donc, Gaussian ne rapporte pas ça comme une fréquence imaginaire, il le met comme une fréquence négative. Donc, tout ça pour dire, on ne verra pas une fréquence imaginaire dans la réalité, mais avec une deuxième dérivée avec les distances qui est négative, on a un K qui est inférieur à 0 qui nous donne une fréquence imaginaire que Gaussian dénote par un signe négatif. Donc, pour trouver les énergies, il faut optimiser les structures, puis il faut faire un calcul de fréquence. Donc, avec une structure optimale, on calcule les fréquences pour deux raisons. Donc, le premier, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, au début aujourd'hui. Calculer les corrections thermiques. Puis
le deuxième, qui est plus facile et plus direct, vérifier c'est pas vraiment à ce temps-là, vérifier les deuxièmes dérivés sont tous positifs. Si on a les premiers dérivés sont tous égaux à 0, puis les deuxièmes dérivés plus grands que 0, on a un point minimal. Si on a tous les dérivés, les premiers dérivés sont égaux à 0, puis une seule deuxième dérivée inférieure à 0, c'est l'état de transition pour le processus visuel décrit par la vibration qui décroît l'énergie. Si on a plus qu'une, c'est un point plus haut en espace qui n'est pas bon. C'est un point qu'il faut optimiser d'une façon. Bon, donc dans le TP, vous allez calculer l'énergie électronique avec DFT, puis une base petite, et là, vous allez optimiser la structure, puis calculer les fréquences. Avec cette structure-là, on va calculer l'énergie électronique avec le même fonctionnel, puis une grande base. Et là, on va dire que H, c'est égal à E DFT grande base plus H correction avec la petite base. Et la même chose pour l'énergie libre. Est-ce que c'est justifiable de faire ça? Oui, en principe, c'est pas la bonne chose à faire, mais c'est correct à cause que les changements de géométrie sont beaucoup moins stables, beaucoup moins sensibles à la grandeur de base que les énergies électroniques. Donc, si on faisait un calcul si on optimisait et calculait les fréquences avec une petite base puis une grande base, il y aura une petite différence dans les résultats pour les corrections thermiques et la géométrie. Cependant, il y aura une grande différence dans l'énergie électronique des deux bases. Donc, ce qui est fait en pratique, c'est on va optimiser la structure puis calculer les fréquences avec une petite base, puis on va calculer l'énergie électronique avec une grande base et additionner les résultats ensemble. Strictement, c'est pas exact, mais c'est DFT, c'est pas exact du tout. Là. Bon, donc ça c'est la fin de ce que je voulais dire pour ça. Si vous avez des questions, on se reparlera. Donc, merci.